Steven Guilbeault, bonjour. Bonjour André. Merci de m'accueillir à la Maison de développement durable dans un début d'automne pluvieux. Ça fait plaisir. J'aimerais faire un peu un bilan avec toi. La Maison du 21e siècle fête son 25e anniversaire l'an prochain. Équiterre fondée en 93. Mais d'abord, reculons un peu à ce petit garçon qui avait 5 ans à La Tuque, qui s'est stationné dans un arbre pour militer. Qu'est-ce qui est arrivé à cette époque-là? Ben, en fait, c'est une histoire vraie, c'est pas une rumeur. Donc, je viens d'une petite ville en Mauricie qui s'appelle La Tuque. Et quand j'avais 4 ou 5 ans, mes parents ont déménagé en banlieue de la ville, donc aux limites de la ville. Derrière la maison, c'était la forêt. C'était vraiment la forêt, les montagnes, les lacs. Alors, c'était mon terrain de jeu tous les jours quand j'étais petit gars. Et un jour, ils ont commencé à couper la forêt qu'il y avait derrière la maison pour faire place à un nouveau développement immobilier. Je suis entré dans la maison un peu paniqué, puis j'ai dit à ma mère, maman, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont en train de couper notre forêt. Le concept de propriété à 5 ans, c'est un concept qui est un peu vague. C'était ma forêt, ça. Alors ma mère a dit, si tu grimpes dans un arbre, celui-là, ils ne pourront pas le couper. J'étais un petit gars de 4-5 ans, qu'est-ce que je faisais à longueur de journée? Je grimpais dans un arbre. Alors là, avec la permission de ma mère, j'ai choisi un arbre, je suis grimpé en haut à la cime et je suis resté là toute la journée, malgré les menaces et les récriminations des travailleurs qui me demandaient de descendre. J'ai dit non. Ma mère m'a donné la permission d'être ici, venir me chercher. Puis évidemment, il n'y a pas un homme de quelques centaines de livres qui pouvait venir me chercher le petit bonhomme que j'étais au bout de l'arbre. C'était pas... Alors cette journée-là, cet arbre-là, ils ne l'ont pas coupé. Éventuellement, ils l'ont coupé, mais je pense que c'est vraiment des années plus tard que j'ai réalisé à quel point ce moment-là avait été un peu un déclencheur pour moi par rapport à ce que j'allais devenir par la suite. Mais par-moi, tes parents, c'était des oiseaux rares ou? Pas du tout. En fait, mes parents étaient des gens très ordinaires, pas militants du tout. On ne parlait pas d'environnement chez nous, on ne lisait pas non plus, il n'y avait pas de livre dans la maison. Je ne sais pas, ma mère a eu un éclair à ce moment-là. Il y a quelque chose qui lui a fait comprendre dans mon regard que ça me tenait vraiment à cœur, qu'elle ne pouvait pas juste me dire, ben là, il n'y a rien qu'on peut faire. Alors, dans un geste qui ne la caractérise pas du tout, elle m'a suggéré de faire ça. Et c'est comme ça que j'ai posé mon premier geste de désobéissance civile non violente. C'est ça. Et par la suite, plus vieux, tu as étudié en sciences politiques, en informatique, en théologie. Est-ce qu'il y a un autre élément déclencheur qui t'a fait tourner vers l'environnement? Puis dis-moi un peu plus sur tes parents. Qu'est-ce qui t'ont aidé, tes parents? Bien, en fait, il y a une personne qui a été très importante, outre mes parents, dans ma vie, c'est l'un de mes oncles, le frère de mon père, qui a été missionnaire dans plusieurs pays, mais notamment à Haïti, et qui a été un peu le responsable du fait qu'au début des années 70, autour de 73-74, mes parents ont décidé, à sa suggestion, d'adopter l'une de mes sœurs, qui est d'origine haïtienne. Lui, c'était un bonhomme qui lisait beaucoup, qui s'informait beaucoup sur les affaires mondiales, sur l'environnement, la société, les droits de la personne. C'est quelqu'un qui est devenu très important dans ma vie. Je me suis beaucoup rapproché de lui vers la fin de mon adolescence, jeune adulte, quand je suis arrivé à l'université à Montréal. Son nom? Valmont Guilbeault. Et je pense que c'est pas sous son influence, parce qu'il n'a jamais cherché à m'influencer, mais grâce à son contact que j'ai décidé d'aller en sciences politiques pour mieux comprendre comment ça fonctionne un peu notre monde de ce point de vue-là. Mais aussi, c'est un peu à cause de lui, je le dis de façon très, très positive, que j'ai décidé d'étudier en théologie parce que la religion m'intéressait beaucoup. Pas nécessairement la religion au sens un peu strict comme on peut le voir ou le penser parfois, mais ce que j'ai fait en religion, j'ai étudié la morale internationale, théologie de la libération, donc des trucs très socio-économiques, relations nord-sud. L'éthique. Exactement. C'était très militant, c'était très engagé ce que j'ai fait. Ça ressemble beaucoup à ce que je fais aujourd'hui et je pense que ça m'a aidé à développer une pensée qui fait de moi la personne que je suis et le militant
que je suis aujourd'hui. C'est à l'université que je rencontre Laure Varidel, Sidney Ribaud, François Meloche, donc les gens avec qui on va cofonder ensemble Équiterre en 1993, qui sont devenus des amis. Dans le cas de Sidney, on est tous les deux à Équiterre comme cofondateur depuis le début, lui depuis presque 20 ans. Et moi j'étais là au début, j'ai quitté, je suis allé à Greenpeace pendant 10 ans et je suis revenu maintenant depuis 10 ans à Équiterre également. Tes grands espoirs quand vous avez cofondé Équiterre, il y avait le commerce équitable aussi, bien avant les changements climatiques, il y avait d'autres causes qui t'avaient à cœur? En fait, quand on a décidé de fonder Équiterre, d'incorporer, d'en faire, parce qu'au départ c'était un projet d'une autre organisation, Équiterre, quand on a décidé de faire ça, on était toute la gang autour d'une table un soir à l'Université de Montréal, puis on a identifié ensemble sur quoi on voulait travailler, qu'est-ce qu'on voulait faire dans cette organisation-là qu'on était sur le point de créer. Alors il y avait bien sûr le commerce équitable, l'agriculture biologique, les transports durables, la question des changements climatiques. Donc tout le monde a identifié un peu les intérêts, les sujets qui les intéressaient beaucoup. Et après ça, on a fait un tour de table pour voir qui voulait travailler sur quoi. Alors, Laure Varidel a dit, ben moi, le commerce équitable, ça m'intéresse beaucoup, et elle a beaucoup travaillé là-dessus. François Meloche, qui est un des cofondateurs d'Équiterre, lui, ce qui l'intéressait, c'est l'éthique corporative, responsabilité sociale des entreprises. Il est devenu l'un des grands experts canadiens là-dessus. Et moi, j'étais le dernier pour le tour de table, et le seul sujet qui restait au tableau, c'était les changements climatiques. Puis j'ai dit, ben oui, pourquoi pas, ça m'intéresse. Et c'est vraiment un peu par accident que j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, mais c'était un sujet qu'Équiterre, qu'on avait, le petit groupe collectivement identifié comme un enjeu. On savait déjà que c'était important. On savait, bon, alors c'était un peu après la conférence de Rio, ça avait été quand même l'un des sujets phares lors de la conférence de 1992, donc effectivement, il n'y a pas de grande surprise là. Et à l'époque, qu'est-ce que tu souhaitais voir se produire au cours des prochaines décennies? Sincèrement, on n'avait aucune espèce d'idée. Je veux dire, on se ralliait au grand consensus scientifique de l'époque. Bon, qui émergeait déjà. Qui commençait quand même à émerger. Là. On n'avait pas le deuxième rapport du groupe de scientifiques des Nations Unies sur le climat, le fameux GIEC, où là, pour la première fois en 1995, la communauté scientifique internationale dit il y a un réchauffement, ce réchauffement-là, il est largement dû à l'activité humaine. Mais même si le consensus n'était pas là, il y avait quand même, on avait rencontré notamment, bon moi j'étais allé à Berlin à la première conférence des Nations Unies sur le climat en 1995, j'avais côtoyé plusieurs personnes, notamment des scientifiques, mais des gens de l'industrie de l'assurance. Je me souviens d'un moment où à Berlin, les gens de Munich Re, donc un réassureur, une compagnie qui assure les compagnies d'assurance, qui débarque à Berlin main dans la main avec Greenpeace pour parler de changement climatique. Tout le monde avait... C'est une des premières entreprises qui, pour des raisons évidemment financières, ont commencé à s'intéresser au changement climatique parce que leurs propres scientifiques et leurs experts leur disaient « ça va nous coûter une beurrée, cette histoire-là ». Mais alors, donc on savait pas trop, on savait qu'on voulait travailler là-dessus, mais on savait pas trop ce qu'on voulait faire exactement, puis quelle vision on avait pour le Québec ou le Canada. Ça a pris un certain temps avant qu'on articule, qu'on développe cette vision-là. Il y a quelques années, je me rappelle David Suzuki à l'Université de Montréal en colère durant une canicule à la fin mai, parce que Jean Chrétien ne voulait pas ratifier, c'était Kyoto à l'époque. Puis on pensait que ça allait bouger après, Paris, etc. Là, ça bloque pas mal. Es-tu très déçu? Est-ce que c'est inquiétant en ce moment? Attends juste. Je mets ça. Ça va. Où en sommes-nous? Parce que les coûts d'assurance augmentent sans cesse. Ça, c'est clair. J'ai un ami qui gravite encore autour d'Équiterre, mais qui avait dit à l'époque, toi Steven, il dit t'es un radical pragmatique. C'est-à-dire que les changements qu'on propose chez Équiterre sont des changements passablement radicaux. On veut transformer notre système de transport, transformer le milieu bâti, on veut transformer nos villes, nos entreprises, éliminer l'utilisation des combustibles fossiles
qui sont devenus la pierre angulaire de nos sociétés modernes depuis une centaine d'années. Mais il y a un côté de moi aussi qui est assez pragmatique et qui comprend que ça ne va pas se faire en criant ciseaux. Puis que quand on travaille avec des institutions, que ce soit une entreprise ou un gouvernement, qu'il soit municipal, une ville de la taille de Montréal, ou provinciale, ou fédérale, ou même à l'international, ces choses-là prennent du temps. Même si on voudrait aller très vite en tant que société, c'est difficile parce que l'ampleur des transformations sont très importantes. Alors, il y a une partie de moi qui est hyper optimiste quand je regarde tout le chemin qu'on a parcouru depuis 25 ans, ou quand on a commencé à parler de changement climatique. Les plus grandes victoires, c'est quoi? C'est le consensus scientifique, même s'il y a encore des gens qui disent que c'est le soleil? Bien, il y a beaucoup de victoires. Avant de convaincre les gens, que ce soit les gouvernements, les sociétés, les entreprises ou même les individus, qu'on doit changer nos façons de faire, il faut que ces gens-là comprennent qu'il y a un problème. Et ça, on a gagné ça depuis 25 ans. Je veux dire, sauf quelques exceptions, la grande majorité des gouvernements de la planète, des partis politiques, des entreprises, de la population, comprend à certains niveaux la question des changements climatiques. On ne comprend pas tout dans le détail, là, mais... Même les pétrolières ont reconnu. Même aux États-Unis, Exxon, Mobil, Shell sont sortis contre Trump quand il a décidé d'abandonner l'accord de Paris. Alors, on a fait des progrès phénoménaux. En même temps, quand on regarde ce qui reste à faire, il y a un côté de moi qui fait preuve d'un optimisme plus prudent, c'est-à-dire que je constate avec bonheur tout ce qui a été fait, puis le fait qu'on a maintenant, on parle de plus en plus de sociétés sobres en carbone, plus que juste les écolos qui parlent de ça, c'est des gens d'affaires, tu as des alliances, mettons, au Québec, l'Alliance Switch, qui est un regroupement de gens d'affaires, de gens de la finance, d'entrepreneurs, de groupes écologistes. Les syndicats ont été un peu associés à ça également, certains du moins. Alors, le consensus, il est là. Puis moi, je pense que c'est sur la base de ce consensus-là qu'on va réussir à faire les transformations qui sont nécessaires. Je dirais que la plus grande question qui reste à résoudre pour moi, c'est à quelle vitesse on va faire les changements. Puis plus on va faire les changements rapidement, moins on va payer le prix pour 100 ans, 150 ans d'abus de la planète. Plus on va prendre notre temps, plus on va payer le prix, plus nos enfants puis nos petits-enfants vont payer le prix. Et ça, est-ce que je suis capable de mettre le doigt sur quelle vitesse et quand est-ce que les changements vont se faire? Et lancer. Commentaire et longue question. Il y en a qui disent qu'on a déjà épuisé notre budget de carbone pour ne pas dépasser 2 degrés. Des chroniqueurs comme Mario Dumont disent pourquoi moi je me serrais à ceinture quand l'Alberta puis la Chine brûlent du charbon et des gaz bitumineux qui polluent et tout. Mon frère Paul, qui était le directeur des changements climatiques à Environnement Canada, disait qu'il y a une seule atmosphère, une seule planète. Et quel est le rôle de chacun, justement, au Québec? Qu'est-ce que ça donne de rouler en véhicule électrique si personne ne le fait sur la planète? Ou très peu, déjà. Oui. C'est vrai que l'un des freins les plus importants à l'action, notamment l'action individuelle, mais on voit ça aussi dans le monde des affaires, dans les entreprises, tout ça, c'est parfois la perception que si moi je le fais, mais si lui à côté, mon voisin, mon deuxième voisin, ou les gens en Chine ne le font pas, ça donne quoi? Je pense que notre rôle à nous, puis à d'autres, c'est de montrer que les gens qui sont prêts à poser des gestes, qu'ils soient des individus, des sociétés, des entreprises, bien, on n'est plus une petite gang de marginaux, écolos, granoles. C'est devenu un mouvement planétaire. Tu as des institutions comme la Caisse de dépôt et placement qui a dit, bien nous, on va mettre un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre de nos équipes d'investissement. On va doubler les investissements dans les énergies renouvelables. Et Michael Sabia, le PDG de la Caisse, qui a dit, moi, je vois le jour où la Caisse n'investira plus dans le pétrole. Il ne vous a pas dit une date, il ne vous a pas dit ça va être... Mais ça envoie un signal aux autres investisseurs. Par exemple, la compagnie d'assurance AXA, lors du sommet de Paris, pas la conférence de Paris, mais le sommet de Paris en décembre 2017, qui a dit, nous, c'est fini les sables bitumineux, les pipelines, nous n'investirons plus là-dedans. On va revoir notre stratégie par rapport aux assurances, qu'est-ce qu'on assure, puis qu'est-ce qu'on n'assure plus.
Là, quand AXA fait ça, ben, dans un mois, dans 2 mois après ça, ça va être une autre compagnie d'assurance, puis après ça, une autre, puis une autre, puis une autre. On voit les institutions financières aussi se tourner vers des investissements de moins en moins importants dans les combustibles fossiles, de plus en plus importants dans les nouvelles technologies. On voit des communautés, parce que je parle beaucoup de technologie puis d'argent, mais c'est aussi des communautés qui s'organisent et qui disent, ben nous, c'est plus vrai là, que nos quartiers vont servir de voie de passage pour des gens qui vont d'un point à l'autre. L'exemple, évidemment, partant à Montréal, c'est ce que le maire Luc Ferrandez a fait sur le plateau Mont-Royal. Et je sais que ça fait râler bien des gens à l'extérieur du plateau. Mais pour les gens qui habitent le plateau, M. Ferrandez a été réélu 2 fois. À chaque fois, sa majorité a augmenté. Alors, les gens qui habitent là, eux trouvent que ces mesures-là, elles sont très intéressantes. Donc, ça ne s'est pas fait tout seul. Je veux dire, M. Ferrandez, il s'est basé sur un consensus local qu'il y avait par rapport à ça. Alors, les gens veulent se réapproprier leur milieu de vie, puis dire, c'est plus vrai là, que d'autres vont nous dire comment on doit organiser nos affaires pour leur faire plaisir. Nous, on vit ici. Alors, ce mouvement-là, il est de plus en plus important. Puis ça se passe ici, ça se passe en Chine, ça se passe en Inde, ça se passe en Amérique latine. Alors, c'est très porteur et c'est très encourageant, ça. Toi, on t'adule souvent ou on te déteste? Comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu dois faire des colères des fois, être découragé? Comment est-ce que tu vis les défis personnels quand même de ta position? Si on m'avait dit quand on a fondé Équiterre que un jour je serais une personnalité connue et même reconnue dans la rue, j'aurais pas cru. Je te dirais que ça se vit assez bien parce que ceux qui ne m'aiment pas, ils ne viennent jamais me parler, presque. Ils le font sur les médias sociaux, c'est facile, à la limite c'est anonyme parce qu'il y en a beaucoup qui se cachent derrière l'anonymat pour faire ça. Puis, mais les gens qui viennent me voir dans la rue, sincèrement, ça arrive fréquemment, ben, ils me disent merci, puis ils m'encouragent, puis ils me disent de ne pas lâcher, puis ils me disent que c'est super important, puis qu'ils sont contents qu'il y a des gens comme nous pour faire avancer cette cause-là. Alors, il y a des moments qui sont plus difficiles, puis qui sont parfois un peu décourageants, mais ces moments-là, c'est l'exception. Parce que de façon générale, ce que je fais, puis cette reconnaissance-là, elle est hyper gratifiante. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à voir notre vie domestique dans nos maisons évoluer? 2030 est souvent une date qui est citée en architecture, parce qu'on parle de code net zéro et tout ça. Si on le dépasse, le 2 degrés d'augmentation de température moyenne de la planète, on va voir plus d'événements climatiques extrêmes. Qu'est-ce qu'il va falloir faire en construction et en rénovation avec nos maisons, nos logements? On l'a vu à Gatineau cette semaine. Bien, je pense que il y a de très, très, très bonnes nouvelles à court, moyen terme dans les 15 prochaines années. Je pense que, de façon générale, nos sociétés vont commencer à se transformer pour le mieux, puis on va voir des changements vraiment, vraiment importants. Tu parles du bâtiment, bien, quand on a fait le projet de maison du développement durable, un mur de plantes pour filtrer l'air, la géothermie, des matériaux sains, des détecteurs de mouvement, on était un peu des pionniers pour un bâtiment comme ça, oui, au Québec, un bâtiment commercial. Mais là, maintenant, il y a plein de gens qui sont en train de faire ça. Et dans 10-15 ans, des maisons construites tout croche avec des matériaux cheap où on ne se préoccupe pas de la qualité de vie, du coût d'opérer une maison qu'on a mal construite parce qu'elle va coûter cher à chauffer, parce qu'elle va coûter cher à climatiser, ça va devenir chose du passé. Moi, je suis très, très optimiste quant à ça. Puis on va le faire pour différentes raisons. On va le faire parce qu'économiquement, c'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue de santé pour les gens qui travaillent dans des bâtiments comme ça, qui habitent dans des maisons où on a moins de pollution parce qu'on a utilisé toutes sortes de matériaux pas très intéressants. Mais on va le faire aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de choix. On a eu à Montréal cet été 8 canicules, 8 vagues de chaleur. On en a en moyenne à peu près 2, des fois 3. Mais c'est presque
c'est presque 4 fois plus. On a des inondations, on a vu des tornades à Gatineau. Quand les gens pensent, puis souvent c'est un peu de notre faute, quand on parle de changement climatique, on parle beaucoup de s'attaquer à la pollution, carbone, puis tout ça, mais planétaire, mais on est rendu à une étape où il faut commencer à s'adapter au changement climatique parce qu'ils sont là. On est rendu là. Cet été a été en quelque sorte pour beaucoup de gens une espèce d'éveil parce qu'entre les feux de forêt en Californie puis en Colombie-Britannique, les inondations, les vagues de chaleur ici en Europe, au Japon, il y a eu, je pense, un éveil plus important que ce qu'on a vu au début de la campagne électorale provinciale, sauf Québec solidaire, mais les autres partis parlaient peu de questions d'environnement et de changement climatique. Et là, on voit que vers la fin de la campagne, tout le monde en parle, et presque à tous les jours. Grâce au groupe environnementaux. Parle-moi un peu de votre campagne. C'est un peu grâce à nous, mais je pense que toutes ces influences-là vont profondément transformer le monde du milieu bâti, de la construction, pour le mieux, de façon générale. Manon Massé disait tantôt à Radio-Canada, l'environnement comme sa première priorité, sinon il n'y a pas d'économie quand il n'y a plus d'environnement. Comment on peut espérer avoir une économie ou des sociétés prospères si ces sociétés-là et cette économie-là se bâtissent au détriment des conditions de vie sur Terre? C'est un non-sens, on ne peut pas. Alors, et je pense qu'il y a 25 ans, il y a peu de gens comme nous qui parlaient de ces choses-là, alors que maintenant, c'est devenu... C'est un consensus assez large. C'est pas un consensus, il y a une majorité qui va dire que l'efficacité énergétique pour créer plus d'emplois, avec le respending effect, les économies qu'on réinvestit, que la construction des barrages, par exemple. On disait 191. Qu'il faut investir plus dans le transport collectif, on le voit présentement, là, pas juste au Québec, mais partout au Canada. Il y a des investissements en transport collectif comme on n'en a probablement jamais vu, sauf peut-être lors de la création du métro de Montréal, puis à Toronto, mais on voit tous les projets d'un bout à l'autre du pays. Alors, un peu de ce que votre coalition a proposé justement au niveau du transport, parce que je pense que c'est vraiment l'angle qui a touché tout le monde quand tu es pris dans le trafic tous les matins. Bien, on a décidé... Troisième ligne, 36 stations de métro... Dans le cadre de l'élection, on a décidé de faire deux choses. Nous, à Équiterre, puis après ça, on s'est associé à d'autres organisations. On a rédigé un peu la plateforme des groupes écologistes, mais pas juste des groupes écologistes, parce qu'on est allé chercher des gens, des organisations comme Vélo Québec, voilà, un groupe écolo, mais qui est un groupe de défense et de promotion des à l'origine du cocktail transport. À l'origine du cocktail transport. Vivre en ville, qui est plus un groupe d'experts en urbanisme. Et on a fait une plateforme, 23 propositions qui touchent à plusieurs thèmes. On ne prétend pas que tout est là, mais on a essayé de ratisser le plus large possible. On a envoyé ça à tous les partis politiques en leur disant, on va faire un questionnaire sur la base